Bonjour Claude Janvier, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes écrivain, essayiste, chroniqueur, Oui. humoriste. Tout ça. Tout ça. On a beaucoup besoin d'humour parce que... Ah, par les temps qui courent, oui. Voilà. On voulait dédier tous les deux cet entretien à un grand analyste. Oui. Éric Denessé qui nous a Oui. quittés hier. Vous pourriez en dire deux mots puisque vous avez été également choqué par sa disparition. Ah ben ça choque, c'est une disparition qui choque, d'autant plus que déjà c'est une immense perte parce que son site de réflexion et d'information était très bien détaillé et très intéressant. Et ensuite, les circonstances de sa mort sont quand même éminemment suspectes, puisque ses proches ne croient absolument pas en la thèse d'un suicide. Et quand on regarde un peu d'un point de vue extérieur, parce que moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants, pas encore à cette heure, de ce qui s'est passé, c'est vrai que j'ai du mal à envisager la piste du suicide, vraiment. Donc en tout cas, Il est mort comment d'après vos informations? D'après les informations, avec un fusil de chasse, il se serait donc tiré une balle avec un fusil de chasse. Et là, ça ne fait aucun sens. Donc évidemment, j'ai appris ça hier soir et choqué par la nouvelle. Donc comme je viens de le dire, mais je vais le répéter une nouvelle fois, c'est une immense perte parce que franchement, son site d'information était très précieux et j'exprime donc mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches par le biais donc de notre entrevue. Oui, il avait beaucoup de projets, notamment pour son magazine, Oui. Histoire Magazine. Oui. Voilà, écoutez, on adresse toutes nos condoléances à sa Malheureusement, oui, ce sont les meilleurs qui partent toujours trop tôt, et ça c'est vraiment énervant. Je connais quelques personnes comme Georges Soros par exemple, pour ne pas le nommer, qui lui est toujours en vie alors qu'il a beaucoup de sang sur les mains, c'est énervant. C'est franchement profondément énervant. Donc nous lui dédions cet entretien, et notamment cet entretien qui va tourner autour de l'abandon français. Donc il y a un lien direct entre vos travaux respectifs. L'abandon français, quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Oui. Alors, haut les cœurs, vous l'avez écrit avec Jean-Louis Isambert. Vous pourriez me dire qui est Jean-Louis Isambert? Un ami, c'est déjà un ami, 50 ans de journalisme, d'investigation quand même, et beaucoup de temps d'ailleurs au niveau de son activité de journaliste, beaucoup de temps, comme je le dis, en tant qu'indépendant. Ça, c'est pas évident non plus en soi parce qu'il a travaillé pour quelques médias au début et ensuite il a beaucoup œuvré, journaliste d'investigation indépendant, donc c'est vraiment méritant. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages à peu près et franchement j'adore ses recherches minutieuses, c'est toujours documenté, prouvé, sourcé. Et on s'est rencontrés, lui et moi, un peu par hasard, puisqu'à l'époque, mon épouse et moi, on habitait le Lot aussi, puisqu'on travaillait dans le Lot, et lui habite le Lot. Et on s'est moi, à l'époque, j'écrivais beaucoup de billets d'humeur, j'étais pas spécifiquement versé dans l'écriture de livres. Et j'avais donc compilé mes billets d'humeur, et tout d'un coup, un petit village que personne ne connaît à moins d'habiter le Lot, organise un salon du livre. Bon, je dis pourquoi pas, et je m'y rends avec mon recueil. Et en parcourant un peu cette salle où il y avait quand même une quarantaine d'auteurs pour un tout petit village, je tombe évidemment sur Jean-Louis Isambert et son épouse, et il venait de sortir ces deux magnifiques tomes qui s'appellent 56 sur les grandes enquêtes au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui finance, qui tire les ficelles, les guerres, pour qui, pourquoi, etc. Donc évidemment ça m'intéresse, on échange nos livres et on est devenus amis, voilà, c'est comme ça que nous sommes devenus amis. Et en 2019, alors je ne sais pas si c'est lui ou moi qui avons eu l'idée, mais peu importe,
on se dit, il serait temps d'écrire un ouvrage donc, sur l'état de la France. Et donc 2019, on a écrit, lui et moi, on a passé une année à écrire Le virus et le président, qu'on devait envoyer à notre éditeur fin 2019. Et en réalité est arrivée la fameuse crise sanitaire début 2020. Et là, on a fait une pause, on s'est dit, ouf, vu comment ça part, on va peut-être attendre un peu. Et on a étudié les 6 premiers mois donc, de cette affaire Covid-19. Et en juillet donc, 2020, nous avons envoyé notre manuscrit donc, à notre éditeur qui l'a publié le 11 décembre 2020. Ça, c'est le premier ouvrage qu'on a écrit avec mon ami Jean-Louis Isambert. On en a écrit un deuxième qui s'appelle Covid-19, le bilan en 40 questions. Cette fois-ci, celui-ci, on l'a sorti en mai 2022 de mémoire. Ensuite, lui a sorti 3 ou 4 ouvrages. Moi, j'en ai profité pour sortir Les Démasqués qui dirigent réellement le monde, la haute finance internationale, en septembre ou octobre 2023. En mai 2024, avec un ami qui s'appelle François Lagarde, nous avons sorti L'État profond français. Qui, comment, pourquoi, chez K Éditions. Et en fait, nous avions ce manuscrit, donc l'Abandon français, avec Jean-Loup, qui était dans les tiroirs depuis déjà 2-3 ans. Et on s'est dit avec Jean-Loup quand même, il serait peut-être temps de le remettre un peu au goût du jour, parce qu'il n'avait pas perdu une ride, mais il fallait quand même l'étoffer. Et je le montre, hein, voilà, donc aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et en fait, on s'est dit, il est temps de le sortir, hein, vu tout ce qui se passe. Et donc, nous l'avons sorti là, en janvier, mi-janvier de cette année 2025. Voilà, voilà à peu près le cheminement. Et je viens de sortir, là en réponse au manuel de survie que va nous envoyer notre cher président à chaque foyer français, hein, son manuel de survie, qui va coûter d'ailleurs certainement une blinde, hein, puisqu'entre la conception, la réalisation, l'imprimerie, ça va coûter quelques millions d'euros. J'ai donc sorti le Nouvel Empire Européen, un petit fascicule chez The Book Edition. Voilà. Le Nouvel Empire Européen, ce que l'on vous cache, une petite analyse d'une 40aine de pages, avec une préface de François Lagarde et une postface d'un autre ami écrivain qui s'appelle Philippe Brocaire. À lire sur les plages. À lire sur les plages, voilà, et il ne faut pas oublier de mettre un peu d'huile bronzante parce qu'on va être tellement captivé qu'on va se prendre des coups de soleil. La liberté a un coût. Oui. Vous l'avez payé? Vous avez payé cher? De quoi? Cette liberté de ton, d'écrire? Ah non. Pas encore. Pas encore. Enfin, je l'ai un peu payé quand même, mais bon, différemment, on va dire. Oui, pas encore de votre vie. Non, pas encore de ma vie, non. Pas encore de ma vie, mais je l'ai un peu payé, ouais, je l'ai un peu payé parce que mon épouse et moi, on a toujours été un peu en marge quand même de la société. Quand on est un peu en marge de la société, on ne nous fait pas de cadeaux. Donc effectivement, mais c'est un choix et je ne regrette rien. Vous parlez de Mon Royaume de France. Oui. J'ai une question franche du collier. Êtes-vous royaliste? Non, pas spécialement, mais c'est le Royaume de France parce qu'avant, quand même, avant cette Révolution française, qui en fait n'était pas vraiment ni faite ni à faire, parce qu'en fait, nous avons été coupables, je parle de la France, d'un régicide quand même, et alors que ce pauvre Louis XVI, en fait, lui, je vois pas pourquoi il ne méritait pas, certainement pas ça, et de toute façon, cette Révolution française a été organisée par une classe bourgeoise qui voulait devenir calife, donc à la place du calife, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Maintenant, cette Révolution française s'est faite dans le sang, avec quand même un génocide vendéen, il faut quand même le rappeler, où je passe sur les horreurs, mais ça a été vraiment des horreurs, comme quoi l'être humain est capable des pires horreurs, malheureusement. Et il n'y a pas qu'aujourd'hui à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza est inadmissible. C'est vrai que c'est un génocide, et je pèse mes mots, mais quand on regarde ce qui s'est passé en Vendée, à l'époque, par les troupes
révolutionnaire, ça a été aussi un génocide horrible puisque des femmes et des enfants ont été carrément massacrés. Noyés par barques entières. Oui, cloués à des portes avec des baïonnettes, enfin bon bref. Ah oui, non, ça a été une horreur. D'après les informations, ce génocide vendéen aurait inspiré d'ailleurs certaines méthodes pour la Shoah ensuite. Ah, c'est possible, ça, j'avoue, je ne me suis pas penché sur cette question précise. C'est fort possible. C'est ce que dit Éric Mercier qui vit là-bas. Éric Mercier, l'infirmier. D'accord. Ok. À voir parce qu'il en connaît un rayon là-dessus d'ailleurs. D'accord. Voilà, c'est documenté. Il y a un musée, je crois d'ailleurs, hein, un musée des horreurs, on va dire ça comme ça. Oui. Sur ce génocide. Oui. J'ai une question très pragmatique et très terre à terre. Vos livres sont souvent extrêmement documentés, sourcés, chiffrés, etc. Comment vous procédez pour faire vos recherches? Eh bien, je lance tout en l'air et j'attends que ça redescende. Non, dites-nous la vérité. Vous avez peut-être des secrets que vous ne voulez pas révéler. Ah non, bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut avoir des correspondants dans des pays étrangers. Si on veut avoir déjà de véritables informations dans des pays étrangers, il faut avoir des correspondants sur place parce que tout ce qui peut arriver des pays étrangers est malheureusement filtré, arrêté et donc par les médias propagandistes. C'est-à-dire que donc si on veut avoir déjà les véritables infos, il faut certainement pas aller chercher du côté de l'AFP, qui d'ailleurs je l'ai baptisé l'agence France Propagande, déjà. Pour résumer. Alors déjà, il faut avoir des correspondants à l'étranger. Ensuite, il faut savoir aller chercher sur Internet hors Google, parce que Google peut amener certaines choses, encore que il faut aller chercher Google dans les pays étrangers, c'est-à-dire quand on fait une recherche sur Google France, ça reste sur Google France. En réalité, si on veut aller regarder Google aux États-Unis, il faut cliquer sur un lien qui nous amène sur réellement Google aux États-Unis. Mais après, il y a d'autres moteurs de recherche beaucoup plus intéressants que Google, parce que Google fait du nettoyage, il y a une censure qui s'établit au fur et à mesure avec des robots qui nettoient, ce qui fait que des informations peuvent disparaître. Et enfin, aussi et surtout, il faut aller chercher, mettre la main sur des rapports déclassifiés. Là encore, il faut avoir quelques bonnes sources d'informations. Des indices. Oui, on peut appeler ça comme ça, mais de toute façon, c'est un passage obligé. Si on veut vraiment avoir les véritables informations, c'est un passage obligé. C'est ma dernière question indiscrète. Êtes-vous chrétien et catholique pratiquant ? Alors, j'ai été baptisé, et je vais être franc, non, je ne suis pas un catholique pratiquant. C'est intéressant, on veut savoir d'où vous parlez, comme on dit, quand vous écrivez vos livres. Je suis plus tourné, alors je vais rentrer un peu dans quelque chose de plus personnel. En réalité, je ne suis pas branché religion monothéiste. Déjà, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane ou la religion juive, je ne suis pas branché religion monothéiste. Je suis plus branché religion non révélée, c'est-à-dire philosophies orientales. Je suis plus branché côté bouddhisme. Et bouddhiste plutôt japonais, le vrai bouddhisme shinto. Voilà, je ne suis pas un pratiquant réel, je suis plus près des thèses et de la philosophie bouddhiste que des religions traditionnelles monothéistes. En revanche, je suis intimement persuadé que toute spiritualité est bonne à partir du moment où elle fait reculer l'obscurantisme et le matérialisme. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont chrétiens pratiquants, ils savent que je ne suis pas un chrétien pratiquant, mais on s'entend très bien parce que je suis très respectueux des croyances d'autrui. Je ne me permettrai jamais de critiquer les croyances d'autrui et je pense que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Et je crois et je pense que je ne suis pas en mesure de juger les autres au niveau de leurs croyances religieuses. Je pense que c'est la liberté de chacun. Mais pour moi, en ce qui me concerne, je suis plus près effectivement du bouddhisme shintoïste, Shinto. Le soufisme vous intéresse ?
Ça m'a intéressé à une certaine époque. J'ai lu quelques livres. J'ai quand même beaucoup lu des choses. J'ai lu du Krishnamurti, j'ai lu des Carlos Castaneda, les recherches aussi, transcendées avec le peyote, etc., etc. J'ai beaucoup fait de recherches. Faut pas oublier que je suis d'une génération des années 70. Moi, les années 70, on est en pleine période hippie, on est en pleine période de recherche effectivement spirituelle, et à l'époque, les chemins de Katmandou captive beaucoup. Mais au-delà de cet intérêt pour l'époque, j'en ai gardé quand même un intérêt pour cette philosophie bouddhiste. Pourquoi? Parce que j'aime bien le principe « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je n'attends pas à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. En réalité, j'attends plus de moi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et de toute façon, je pense qu'une bonne compréhension de soi peut amener une bonne compréhension des autres. Mais si on ne se comprend pas bien soi-même, on ne peut pas réellement comprendre les autres. Ça, c'est un principe aussi que j'essaye d'appliquer le plus souvent possible. Pas évident. C'est une coopération avec Dieu ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je ne nie pas l'existence de Dieu. Disons que je ne rentre pas dans le domaine. Dieu ou l'infini? Je ne sais pas. Je pose la question. Est-ce que sur ce terrain-là, toutes les questions sont ouvertes? Il y a des gens qui vont me dire, oui, Dieu a tout créé. Je n'en suis pas certain. Je pense que Dieu existe peut-être. L'infini existe certainement. Après, entre Dieu et l'infini, ça dépend des croyances de chacun. Là encore, c'est très personnel. Mais moi, je pose toujours une question, parce que, à laquelle j'ai jamais eu de réponse d'ailleurs. C'est quand on regarde le matin ou le soir le ciel étoilé et qu'on voit la myriade d'étoiles, de galaxies et de planètes, je me suis toujours demandé comment les religions s'intègrent dans cette myriade d'étoiles. Parce que si une étoile loin, très très loin, est habitée, quelles sont ou quelle est la religion des peuples qui sont là-bas? Est-ce qu'ils ont les mêmes croyances que nous? Certainement pas. Donc, ça pose aussi d'autres questions, et ça ouvre ça peut ouvrir le débat. Alors après, il y a des gens qui veulent absolument pas entendre parler de ce genre de débat. J'ai même rencontré des gens qui m'ont dit « Oh, on est les seuls habitants de... » Ça ne fait aucun sens. Et bien évidemment que nous ne sommes certainement pas les seuls habitants de l'espace. Quand on voit la myriade d'étoiles et de planètes, c'est absolument impossible. Alors là, effectivement, la question de la religion se pose, ou des croyances spirituelles. Mais je pense que de toute façon, on en revient toujours à peu près une chose certaine. C'est l'être humain n'est pas qu'un bout de matière. L'être humain est composé d'un esprit et du corps. Et là, on est dans deux choses différentes. L'esprit contrôle le corps, et non pas l'inverse. L'esprit peut guérir le corps aussi. C'est-à-dire que quand on va bien, ou qu'on a un bon moral, on a un esprit sain, on a plus souvent un corps sain. On a moins de chances de tomber malade quand on va bien mentalement que quand on va mal mentalement. Bien que ça ne soit pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc là encore, je suis absolument persuadé que chaque être humain ait des sens spirituels. Et que l'esprit, voilà, et que l'esprit survit après la mort du corps. Mais ça, c'est toujours pareil. On est dans un débat, on peut rentrer dans un débat religieux, mais là, c'est peut-être pas le but du sujet. C'est très intéressant. Vous êtes comme François Mitterrand, vous croyez aux esprits? Oui, absolument. Absolument. En parlant de chef de la Gaule, Vercingétorix. De Vercingétorix à Macron, vous parlez de la soumission des castes dirigeantes. Oui. Est-ce que cette soumission va fatalement crescendo dans l'histoire de France? Ah oui, je pense que oui, ça va crescendo, mais ça va peut-être pas crescendo que dans l'histoire de la France d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on fait le parallèle dans notre livre avec Jean-Loup. On se dit que Vercingétorix pouvait vaincre
avec les autres chefs, l'armée romaine de Jules César, et les autres chefs se sont déballonnés, c'est-à-dire ils ont été lâches, ils ont laissé tomber Vercingétorix, ils lui ont dit écoute, démerde-toi, et du coup il s'est retrouvé tout seul, et bien entendu il a perdu. Alors que s'il y avait une alliance de tous les chefs des tribus gauloises de l'époque, l'armée romaine n'aurait pas été gagnante. Là encore, ça prouve que malheureusement une majorité de gens n'est pas très courageuse. Et d'ailleurs c'est la peur et la lâcheté qui maintient les gens dans la conformité. Parce que c'est réellement ça. En réalité, si les gens n'avaient pas peur et étaient moins lâches, il y aurait moins de conformité, il y aurait moins d'obéissance à une autorité. C'est pas que c'est pas bien d'obéir à une autorité, à condition que cette autorité aille dans le sens du bien commun. À partir du moment où une autorité ne va pas dans le sens du bien commun, alors là, effectivement, il est temps de se poser des questions. Malheureusement, par peur et par lâcheté, beaucoup de gens restent dans la conformité. Ils ne veulent absolument pas. Ouh là là, la philosophie d'aujourd'hui, de plus en plus, pour une majorité des gens, c'est pas d'emmerde. Mais pas d'emmerde. À un moment donné, c'est tellement lâche que c'en est consternant. Parce que quand il y a des tonnes de lois liberticides qui sont votées, quand il y a des tonnes d'ordres liberticides, et alors qu'est-ce qui se passe? Alors on continue, oh, pas d'emmerde, je m'en lave les mains comme Ponce Pilate. Et après, c'est de grosses emmerdes. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est absolument... c'est absolument incohérent, quoi. Mais malheureusement, une majorité des gens, faut l'avouer, est assez lâche. La majorité des gens est assez lâche. Ouais. Le pouvoir est par nature corrupteur, n'est-ce pas? Quel est l'antidote? L'antidote, ben, c'est que moins de faste, moins d'avantages, et que tout d'un coup, l'antidote magique, elle arrivera quasiment toute seule. Pareil, on en arrivait toujours un peu à cette évidence qu'il faudrait une justice, et une justice de moins en moins corruptible, parce que la justice, de plus en plus, elle est corruptible. Mais le problème, pour avoir une justice de plus en plus incorruptible, il faudrait déjà mieux payer les greffiers, qui sont absolument sous-payés, et mieux payer les juges aussi et les magistrats, parce que en réalité, pourquoi un magistrat irait se casser la tête pour un salaire qui n'est pas en adéquation avec la charge et qui lui a été donné. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut une justice de plus en plus éthique et intègre, et c'est ce qu'on devrait avoir pour que les choses tournent rond, soit l'État ne veut pas. Et là, force est de constater que l'État ne va pas dans le sens d'avoir une justice intègre et éthique. Et du coup, on a une justice qui n'est plus indépendante, on a une justice de plus en plus corruptible, on a des gardes des Sceaux qui, je repense encore à Éric Dupont, Moretti, pardon, c'est un lapsus. Mais attendez, lui il disait non, je serai jamais garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Mais en fait, il n'avait rien à faire au poste de garde des Sceaux, donc c'est du grand n'importe quoi. Quand vous faites votre enquête sur la corruption systémique installée en France, force est de constater que tout nous ramène au sommet de la pyramide, j'allais dire, ou de la pieuvre, finalement, à notre grand frère, l'oncle Sam, qui n'est pas un frère mais qui est un tonton. Vous dites par exemple dans votre livre « L'abandon français » que décembre 1941 est un immense tournant dans l'histoire. Oui. Occidentale, on va dire ça comme ça. Oui, parce que Washington avait pris secrètement des contacts avec le maréchal Pétain à Vichy pour établir à la fin de la guerre, parce que les Américains savaient qu'il y aurait une fin de guerre et que Hitler allait sortir perdant, et donc pour établir un protectorat en France. C'est ce qui a été appelé l'opération AMGOT. C'est un acronyme, hein, Alliance Militaire Red, je sais plus quoi, etc. Et donc l'idée de base, c'était à la fin de la guerre, donc d'établir un protectorat en France, mais aussi dans les pays européens. Mais d'abord en France. Et là, ils avaient donc imprimé, les Américains avaient imprimé une fausse monnaie, une espèce de franc-dollar, et ils sont arrivés à la fin de la guerre avec leur valise de francs-dollars,
Et le général de Gaulle, heureusement, quand il a vu ces mallettes arriver de fausses monnaies avec quelques commissaires, a dit les Américains, go out, allez retourner d'où vous venez. Et en plus, en 1966, général de Gaulle enfonçait le clou puisqu'il sortait la France de l'OTAN. Que Nicolas Sarkozy nous y a remis d'ailleurs, s'est empressé de nous y remettre d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, le référendum de 2005. Oui. Superbe souvenir. Ah, magnifique, ben, on a fêté pratiquement les 20 ans là, c'est ça, oui. Les Français avaient majoritairement dit non au traité de Rome. Et Nicolas Sarkozy, en étant fraîchement élu avec François Fillon, il faut quand même le rappeler, hein, il y avait ce bon monsieur Fillon à la barre, ils ont transformé tout ça en traité de Lisbonne, et en 2008, PAN d'un référendum où un maximum de Français avaient dit non, et ben tout d'un coup, et oui, ça s'est transformé en oui. Et là, on s'est rendu compte, enfin peut-être pas une majorité de Français, mais quand même, s'est rendu compte que la démocratie... Où ça? Où elle est? Où est-elle passée? Elle a fait comme bip bip, ça, le coyote. Where is démocratie? Et tout est cohérent, est-ce qu'on l'appelait Sarkozy l'américain? Eh oui, c'est ça, c'est ça. Ben, il avait un beau-père d'ailleurs qui était un peu dans la CIA, le Sarkozy. Et puis il nous a remis dans l'OTAN, le Sarko. Et puis aussi, il a annihilé avec l'aval des Américains la Libye, un pays souverain. Il a fait assassiner aussi Muammar Kadhafi. Enfin, il a beaucoup de sang sur les mains, ce monsieur. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il écrit des ouvrages aujourd'hui que ça se vend quand même à 100 000 exemplaires. Enfin, il écrit, je ne sais pas si c'est lui qui les écrit, mais là, point d'interrogation, peut-être mis. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a toujours une centaine de milliers de personnes pour acheter ces bouquins. Ils s'achètent les bouquins d'un criminel, ça m'énerve. C'est énervant, hein. L'éveil n'est pas pour tout de suite. Non, il y en a certains, ils ont du, bon, j'allais dire du mou dans le cigare, oui, c'est ça, ils ont du... C'est le Valium, ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand est-ce qu'on pourrait avoir des présidents qui travaillent pour la France et non pas pour une force étrangère? Il serait temps. Malheureusement, pour l'instant, le ciel est bien désert, l'horizon politique est bien désert. Il y en aurait bien... sont étouffés de toute façon. Mais il y en aurait bien quelques-uns qui pourraient faire en sorte que la France bascule, mais ils ne le font pas. Et ça, c'est un peu énervant. C'est-à-dire qu'il y a des souverainistes et qui pourraient le faire. Mais ils ne le font pas. Poil à gratter, vous êtes plus Philippot ou Asselineau? Philippot. Pour quelle raison? Pour la raison parce que Philippot, c'est le seul homme politique qui, au début de la crise, pseudo-crise sanitaire, a manifesté tous les samedis sous les fenêtres du ministère de la Santé. Et au début, ils étaient 5, je crois, ou 6. Exact, parce que nous y étions de temps en temps avec mon épouse, on venait de Normandie, parce qu'on habite en Normandie, on venait manifester, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, parce que des fois on était sous la flotte, on était 150. Après, ça a grossi. Mais là, bravo à lui, parce que c'est le seul qui l'a fait. Certains lui reprochent d'avoir demandé le confinement au début, mais on a le droit de s'être trompé au départ. Oui, bah il l'a demandé, et après il est revenu très vite, et puis après il a quand même manifesté tous les samedis quand même, pendant plus d'un an, 1 an et demi. Et de ses deniers personnels, il a financé, parce que ça coûte pas rien une manifestation, il faut un service d'ordre, de façon cadrée, il faut faire les démarches, etc. C'est du travail. Après, j'ai rien contre Asselineau, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que Florian Philippot, au moins lui, il a mouillé la chemise. Et à juste titre, et ça a été le seul à le faire. Donc bravo à lui. Pour vous, le contact physique, les manifestations, les rassemblements, c'est important? Oui, maintenant le problème c'est la répression qu'on se prend avec des manifs, on l'a vu avec les gilets jaunes, hein. Moi quand on a été manifesté avec Philippot,
Moi, je regardais à 2 fois quand même, parce que... non, mais j'ai croisé la Brave de temps en temps. Vous savez, ceux qui sont nommés la Brave, ça m'énerve comme acronyme, parce qu'on a l'impression qu'ils sont braves. Ils sont pas braves du tout, ils ont des têtes de mercenaires. Je les ai vus sans leur casque, bouf, mon Dieu. Mais bon, c'était toujours, on se demandait, quoi. On pouvait très bien s'en prendre une. C'était... voilà. Mais j'oublie pas que les manifs, quand même, merci monsieur Emmanuel Macron, étaient quand même sévèrement réprimés depuis les Gilets jaunes. Alors c'est vrai que les manifs avec Philippot, ça s'est toujours bien passé. Enfin, les Gilets jaunes, hein, c'était un vrai massacre, quand même. Certains disaient que Philippot était l'opposition contrôlée parce qu'il n'y avait pas de gazage. Y a-t-il un rapport de cause à effet? Non, mais l'opposition contrôlée, ça me fait un peu doucement rigoler. La réelle opposition contrôlée qu'il y a dans ce pays, c'est le RN et la LFI. Voilà, ça c'est la position contrôlée. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens bien dans le RN ni dans la LFI, c'est pas le propos. Je dis simplement que les partis politiques qui sont la LFI et le RN, qui sont soi-disant de l'opposition, en fait ne sont que de l'opposition contrôlée. Je parle des partis là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, il est temps de lancer des procédures en destitution de M. Emmanuel Macron, vu sa politique délétère, qu'elle soit une politique intérieure ou extérieure, et personne ne le fait. Et quand il s'agit de le faire, il y en a toujours un qui dit « Ah oui, mais moi je ne vais pas signer la motion, moi je ne vais pas signer la procédure parce que le LFI le fait, parce que le RN le fait », mais ça devient du grand n'importe quoi. Donc en réalité, à qui ça profite? Mais ça profite certainement pas au peuple français. Donc ça, c'est de l'opposition contrôlée. Après, les partis souverainistes, ma foi, qu'on les accuse d'être de l'opposition contrôlée. Quand on voit le résultat qu'ils ont fait aux dernières élections européennes, moins de 1% pour Florian Philippot ou pour Asselineau, ou même Dupont-Aignan, on se dit c'est de l'opposition contrôlée, c'est de l'opposition. Maintenant, le problème qui se passe avec les souverainistes, et ça je le déplore, j'en suis le premier navré, c'est ils n'arrivent pas à se fédérer. Pourtant, il serait temps de le faire. Et là, je pourrais même englober un certain Philippe de Villiers, qui en fait, par certains points de vue, j'aime bien certains de ses propos, parce qu'il a des propos assez justes. De l'autre côté, je peux peut-être lui lancer un petit message, si tant est qu'il écoute cette émission. Qu'est-ce qu'il attend pour effectivement lancer vraiment un mouvement et essayer peut-être d'accéder à l'Élysée, avec l'aide d'autres mouvements souverainistes. Je pense qu'il est temps de le faire. Parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Soit on sort de l'Europe, du joug de Bruxelles. C'est pas qu'il ne faut pas coopérer avec nos voisins européens. Ça, c'est pas le sujet. Il faut continuer à coopérer. Mais il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir du joug de Bruxelles. On est sous la coupe des anglo-saxons. On est sous la coupe des monstruosités financières anglo-saxonnes. On est sous la coupe de BlackRock, on est sous la coupe de Vanguard, on est sous la coupe totalement de cette oligarchie financière mondiale apatride, qui en fait n'en a rien à faire des peuples de la Terre, et n'en a rien à faire des peuples européens, et n'en a rien à faire du peuple français. Il faut bien comprendre ce point-là. Donc il est temps, effectivement, plus que temps même, que ces partis souverainistes fassent bloc et puissent mener à bien une réelle politique intérieure et extérieure française. Il est temps, parce que aujourd'hui le paysage politique, non mais on rêve, c'est du Young Global Leaders. Ils sont tous formatés, à ce programme élaboré par Klaus Schwab en 2004. Donc, il est peut-être temps de tout d'un coup de se réveiller. Et là, je parle des mouvements souverainistes. Je trouve qu'ils font tous des choses bien, mais alliez-vous, fédérez quelque chose. Ou alors c'est tellement confortable de le faire dans son coin. Mais là, si c'est ça, c'est pas très éthique, entre guillemets. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ou il faut y aller à fond, ou alors si on n'y va pas, bon, bah, on n'y va pas.
Il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas l'intérêt du Frexit qu'en réalité, techniquement, on ne peut pas changer l'Europe de l'intérieur en restant dedans. C'est impossible. Et ça, il faut l'expliquer parce que beaucoup de gens pensent que c'est faisable et donc ne soutiennent pas le Frexit. Ah, c'est impossible. Le bâtiment lui-même du Parlement européen n'est pas réformable de l'intérieur. C'est impossible. D'une part, pourquoi? Parce que qui dirige réellement le Parlement européen sont des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple, et d'autre part, les députés européens qui sont élus, ils sont à 99% pour la continuation du Parlement européen inféodé aux États-Unis. Ils sont grassement payés. Bah oui, ils sont grassement payés et ils ne contredisent en rien la politique délétère d'Ursula von der Leyen. Donc, on voit vraiment pas comment ça peut être réformé de l'intérieur. Les quelques députés honnêtes, européens honnêtes, comme Virginie Joron, pardon, et quelques autres, ils sont une poignée. Le reste, donc, c'est une véritable mascarade. Pour en revenir à votre livre, L'abandon français, vous parlez des GOPÉ. Oui. Qu'est-ce que c'est? Les grandes orientations économiques. Vous pouvez nous en dire deux mots pour allécher un peu le... C'est Jean-François Gopé. Non, c'est pas lui. Bah, c'est les grandes opérations, orientations pardon, économiques voulues par les Américains, c'est-à-dire le dépeçage, malheureusement, de nos industries, le dépeçage économique. Et on nous fait miroiter qu'on va aller dans un certain sens. Vous savez, c'est l'imposition aussi de tous ces programmes d'énergie renouvelable comme les éoliennes, etc., qui en fait nous produisent peu de courant, mais quand même en produisent. Du coup, on se retrouve avec une surproduction de courant électrique, mais qui nous sert strictement à rien. Non, mais on croit rêver quand même. Mais ça, c'est les grandes orientations économiques. C'est soi-disant pour nous faire aller là où ça va pas apporter à la France beaucoup plus de survie et de prospérité. Voilà, et ça c'est voulu encore une fois par l'oncle Sam. Vous savez, et à l'oncle Sam, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours en mémoire une déclaration d'Henry Kissinger. Je vais pas le présenter. Et Kissinger, il a dit, il y a quand même quelques années de cela, être l'ennemi des Américains est dangereux, mais être l'ami des Américains est fatal. Henry Kissinger, c'est pour moi qui l'ai dit. C'est tout à fait ça, hein. C'était au moins franc du collier. Ah, c'était franc du collier, mais il avait entièrement raison. Pourquoi s'en prendre spécifiquement à la France? C'est pas uniquement parce qu'elle est la fille aînée de l'Église. Non, c'est parce que la France est un pays riche, d'une part. La France est un pays phare, la francophonie. La France rayonne au niveau international. Elle rayonne de moins en moins, mais au niveau culturel et au niveau langage et au niveau des arts culturels, économiques aussi, et industriels, parce que la France a été quand même à la pointe de beaucoup de choses. Donc il n'y avait pas de place dans ce monde entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. Donc le monde anglo-saxon a décidé d'annihiler la France et la francophonie. Et c'est exactement ce qui se passe. Il n'y avait pas de place pour deux compétiteurs. C'est comme une finale, une demi-finale à Roland-Garros ou ailleurs. Il faut qu'il y ait un gagnant. Et malheureusement, les anglo-saxons font tout pour être le gagnant. Vous savez, l'idéologie mortifère des anglo-saxons, et quand je dis anglo-saxons, je ne parle pas que des Américains, je parle des Anglais aussi. Leur idéologie mortifère, c'est de considérer que la planète est leur terrain de jeu. Leur terrain de jeu pour mieux la piller et la contrôler. Et c'est exactement ce qu'ils font depuis toujours. C'est-à-dire que les anglo-saxons font cela. C'est une idéologie mortifère, c'est-à-dire c'est comment on peut aller piller. C'est cette espèce d'idéologie protestante que l'on retrouve d'ailleurs, cette espèce d'idéologie judéo-protestante que l'on retrouve chez Netanyahou en Israël, c'est cette espèce d'idéologie où le terrain de jeu pour Netanyahou c'est le Proche-Orient. Terrain de jeu entre guillemets, hein, le terrain de jeu on est bien d'accord, parce que c'est quand même pour piller, contrôler et coloniser, c'est violent. Et ben les anglo-saxons ont cette même idéologie. Parce qu'en fait, depuis 1880, quand on regarde un peu le nombre de victimes générées par les anglo-saxons, ça fait frémir. J'avais écrit un billet là-dessus, j'ai écrit un billet là-dessus il y a 7-8 mois à peu près, j'en étais arrivé à 500 millions de victimes depuis 1880 générées par les anglo-saxons.
Ça a commencé par les 2 guerres de l'opium en Chine, où les Anglais ont voulu imposer l'opium aux empereurs chinois qui, eux, ne le voulaient pas. Donc ça a généré, les 2 guerres de l'opium ont généré 120 millions de victimes. La colonisation de l'Inde par la Compagnie des Indes anglaise et par donc le gouvernement de Sa Majesté britannique a quand même généré 100 millions de victimes en Inde, quand même, ce qui n'est pas rien. Après, il y a eu les Philippines, le Guatemala, la guerre de Corée, le Vietnam, et puis depuis le 11 septembre, les Américains se sont déchaînés au Proche-Orient avec l'aide d'Israël pour générer le cataclysme, c'est-à-dire on en est à plus de 5 millions de victimes civiles au Proche-Orient depuis le 11 septembre, et ça continue. Et ça continue. C'est-à-dire là, on est au bord d'un embrasement mondial avec Israël qui vient de bombarder l'Iran, et notamment Téhéran. Et je pense que les Iraniens, je ne sais pas, j'espère qu'ils vont garder une espèce de tête froide, mais à leur place, c'est quand même compliqué. Et c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'on a quand même des fous furieux qui sont aux manettes aujourd'hui de divers pays et qui sont des va-t-en-guerre. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas sains d'esprit, ce sont des gens qui ne jurent que par la destruction. Parce que malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette planète, je parlais de spiritualité tout à l'heure, c'est vrai qu'on est tous d'essence spirituelle, mais il y en a ceux qui sont malheureusement vrillés. Et vrillés en tant qu'être spirituel, c'est-à-dire ils naissent le matin, dans leur vie, et ils sont nés avec cette espèce d'idée morbide de détruire, et ils se couchent le soir avec la même idée morbide, et ça depuis qu'ils sont nés. Et alors me demandez pas pourquoi, c'est un fait. Il y a malheureusement un pourcentage X de la population qui ne veulent pas la construction positive, mais qui veut la destruction. Malheureusement, les gens qui veulent la destruction et le pouvoir et le contrôle se hissent souvent à des postes de responsabilité et dirigent des pays entiers. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des génocides, c'est pour ça qu'il y a toujours des guerres. Et malheureusement, ce qu'il faudrait qu'une majorité de gens comprennent, c'est qu'à un moment donné, il faudrait bien comprendre ce phénomène et empêcher que des fous furieux accèdent à des postes de pouvoir. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais malheureusement c'est vital, parce qu'il y aura toujours des cinglés. Parce qu'on observe que ce sont souvent les plus corruptibles et les plus agressifs qui arrivent à intriguer pour accéder à ces postes de pouvoir, justement. C'est tout à fait exact. C'est cohérent. C'est tout à fait exact. Tout ça m'amène très naturellement à ma dernière question. Une question un peu bateau, mais quand même, qui demande à réfléchir à des actions, ou même à une certaine spiritualité. Allons-nous continuer à assister impuissants à la destruction programmée de la France? Ah oui, si on n'y met pas bon ordre, absolument. Absolument, je ne vois pas pourquoi ça changerait, puisque Emmanuel Macron a des visées pour 2032. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron est quand même un chef de guerre, il est jeune, il n'a pas envie de sortir de l'Élysée, il est ivre de pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la psychologie d'Emmanuel Macron. C'est même pas l'argent qui l'intéresse, c'est le pouvoir, c'est garder le pouvoir. Pouvoir, puissance, la puissance du pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a mis Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, ce n'est pas un hasard. Parce que Richard Ferrand a déclaré, que, effectivement, ça serait bien de modifier la Constitution pour permettre un 3e mandat à un président. Donc c'est pas fait, mais c'est dans les tuyaux. En tout cas, si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, il va essayer d'y placer peut-être Jean Castex, parce qu'il s'est un peu brouillé avec Attal et puis avec Édouard Philippe, et à ce moment-là, il se représentera en 2032. Il pourrait remplacer aussi Madame von der Leyen. Oui, mais qui n'a pas envie de céder sa place pour l'instant. C'est-à-dire qu'elle aussi est ivre de pouvoir. Donc tous les deux, ils sont ivres de pouvoir. Donc elle s'accroche comme une moule, s'accroche à un rocher à son poste de présidente du Parlement européen. Et Emmanuel Macron s'accroche aussi au palais de l'Élysée. Mais tout ça pour dire que si on ne sort pas de cette politique délétère, on va droit dans le mur. Toxique, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Donc il est grand temps qu'une majorité comprenne que
il faudrait peut-être quand même réagir. Neutraliser cette forme de jouissance du pouvoir toxique. Absolument. Parce que malheureusement, on est de plus en plus dans un pouvoir toxique. Il n'y a qu'à voir quand même aujourd'hui, quoi. En France, on en est à 25 millions d'actifs, hein, aujourd'hui, sur 68 millions de Français. Bon, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ne travaillent pas, c'est sûr qu'il y a des retraités. Enfin, 25 millions d'actifs sur 60 millions de personnes, ça ne fait pas beaucoup. Ce qui veut dire que de plus en plus, il y a des gens qui vivent du RSA, il y a de plus en plus des minima sociaux. D'ailleurs, très certainement, leur but, ça va être de nous sortir dans pas longtemps, de ressortir le projet de Benoît Hamon, on s'en souvient, du revenu, comment il s'appelle, universel, voilà, je cherchais le terme, merci, qui donnerait à peu près 700 à 800 euros par mois à chacun. Comme ça, la paix sociale serait entièrement établi, c'est-à-dire que beaucoup de gens vivraient avec un minima et le reste, ma foi, le pouvoir pourrait continuer à faire ce qu'il veut, voilà. Et ça, anesthésie générale. Voilà, et ce n'est pas un futur dystopique. Enfin, c'en est un, mais c'est un futur qui risque de se réaliser beaucoup plus vite que ce qu'une majorité de gens pensent encore. Et il est là, ça c'est un énorme problème. On va garder espoir à la fin Absolument. de cette interview. Oui, parce que moi je garde quand même, je suis toujours optimiste, parce que justement, je pense que les colosses, on a des colosses en face, mais ils sont au pied ils ont des pieds d'argile. Les colosses aux pieds d'argile peuvent toujours être renversés. Des civilisations entières qu'on croyait inébranlables ont disparu, ce qui veut dire que toute cette puissance qu'on a évoquée est fragile. Ça veut dire que demain, un géant comme BlackRock peut basculer. Car après tout, BlackRock, c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau. 5000 ordinateurs branchés en réseau, il y a des failles. Il y a des failles électroniques. Je n'en dirai pas plus. Je laisse nos amis internautes d'imaginer qu'est-ce que pourraient être des failles électroniques. Donc voilà, ce sont des colosses aux pieds d'argile. Et tout peut changer. Le futur n'est pas écrit. Tout peut changer, mais ça dépend d'une majorité de gens. Je vous remercie beaucoup, Claude Janvier. Nous dédions ensemble encore cette émission au formidable Éric Bénessé. Moi, je fais un clin d'œil aussi à Patrice Cardot, qui était un de ses collègues et qui m'avait mis en relation avec lui. Voilà, qu'il veille sur nous et nous le saluons bien bas. Absolument. Merci beaucoup. Merci Stéphanie.